Donc, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Benoît Lassalle et Amadou Barry dans le cadre de la série d'entretiens Faire des affaires en Afrique du réseau Canbridge. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté d'être les cobayes parce que c'est le premier et de nous partager votre expérience pratique des affaires en Afrique. Donc, Benoît Lassalle, je pense que Benoît n'est plus à présenter. Donc, il a fondé Semafo. C'est un entrepreneur, un homme d'affaires qui a dirigé plus d'une douzaine d'entreprises et qui est un expert incontestable de l'Afrique et qui a accepté de nous partager son expérience pour susciter plus d'intérêt et vraiment montrer les différents aspects de la structuration de projets en Afrique dans différents secteurs d'activité. Et on a également Amadou. Donc, Amadou est diplômé de la France, mais également de l'UDEM au Canada. Il a travaillé dans des cabinets d'avocats internationaux en France et au Canada, dont Thomson Miller. Et aujourd'hui, il travaille au sein du cabinet Cham et Associés en Guinée. Et il travaille sur la structuration de projets en Afrique avec des partenaires partout dans le monde. Donc, encore merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Donc, on va commencer par Benoît. Donc, Benoît, l'idée, c'est vraiment de pouvoir nous partager ton expérience en Afrique de manière générale et les défis, opportunités également. Donc, Benoît, je te laisse la parole. Et merci, écoute, pour cette invitation. C'est toujours très apprécié. Comme ça fait 27 ans que je travaille en Afrique, alors écoute, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, et la réalité, c'est il y a 27 ans, c'était un petit peu plus difficile. On n'avait pas de communication, on n'avait pas d'Internet, on n'avait même pas de téléphone cellulaire. Quand on partait pour 3, 4 semaines, on partait vraiment pour 3, 4 semaines, alors que maintenant, c'est tellement différent. C'est vraiment une autre façon de faire aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'il y a 27 ans, tout était à faire et aujourd'hui, tout est à faire. Alors, c'est un nouveau contexte, c'est une nouvelle réalité économique, mais l'Afrique joue son rôle et on le voit, je veux dire, on voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe en Éthiopie, on le voit partout, là, la guerre, on le voit en Ukraine, je veux dire, la guerre des grandes puissances, elle se joue partout maintenant. Il ne faut pas penser que l'Afrique fait pas partie de l'échiquier mondial où les grandes puissances viennent se positionner. On le voit là. Alors, tout ce qui arrive au Mali, il ne faut pas faut pas aller plus loin que de voir la réalité. Et on le voit dans tous les pays d'Afrique. C'est, encore une fois, l'Afrique, c'est le grand, grand continent. C'est là où il va y avoir l'agriculture pour toute la planète. C'est là où il va y avoir la fabrication pour une grande partie de la planète. C'est là où il va y avoir les ressources naturelles pour une grande partie de la planète. C'est là où, si l'Afrique du Nord s'organise, c'est là que l'électricité va être produite pour toute l'Europe. Tu sais, il y a tellement de choses à faire au niveau de développement économique. C'était vrai il y a 27 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Le Canada et le Québec le voient, ils essayent de jouer un rôle. D'ailleurs, c'est pour ça que toi, tu es là maintenant chez Investissement Québec. Et puis c'est pour ça qu'Ia Touré est rendu à Dakar. Et tu sais, toutes ces choses-là démontrent notre compréhension de l'importance de l'Afrique dans l'échiquier mondial. Il est trop tard pour nous pour s'en aller en Chine. Il est trop tard pour s'en aller en Russie. Il est trop tard pour s'en aller en Amérique du Sud. Tu sais, tout ça, c'est fait. Ce qui n'est pas fait, c'est l'Afrique. C'est là où il y a des grands gisements, Amadou le sait, en Guinée, de bauxite exceptionnels, des projets exceptionnels de bauxite. Il y a des projets d'agriculture en Guinée, mais en Afrique de l'Ouest. Alors moi, ça fait 27 ans que je le dis, ça fait 27 ans que je le fais. On est beaucoup dans les mines, vous le savez. On est en train de faire un très grand projet au Maroc. On est en train de faire un grand projet en Guinée, un projet de graphite qui va révolutionner un peu le secteur minier de la Guinée avec un nouveau produit relié aux batteries et avec un gisement, probablement le meilleur gisement de graphite au monde est en Guinée. On est en train de faire des choses en Côte d'Ivoire en nickel, cuivre, cobalt.
Alors, toute cette région-là, elle bouge. La Mauritanie a aussi toute une structure aurifère où on est impliqué. Sans oublier le Niger, tu sais, qui a une zone pour l'uranium. Et l'uranium, bon, les Verts, pendant une certaine période, disaient non, non, pas d'uranium, pas d'uranium. Puis là, l'Allemagne a fermé ses centrales. Puis là, ils sont obligés d'importer des kilowatts de la France à 60 cents du kilowattheure au lieu de les payer 4, 5, 6 cents, ou comme nous, chez Hydro-Québec, tu sais, où on les paye 7, 8 cents ou des fois moins même. Alors, l'uranium est en train de revenir. Si vous suivez ce qui se passe dans l'uranium, c'est tout à fait en train de revenir. Et qui est un des grands pays pour l'uranium? C'est le Niger et le Mali. Alors, il y a des projets d'uranium au Mali, il y a des projets d'uranium au Niger, il y en a aussi en Afrique de l'Est. Tu sais, la réalité mondiale fait que les pays, parlons de l'Afrique de l'Ouest, ces pays-là vont faire partie de la solution mondiale du réchauffement ou de l'arrêt du réchauffement climatique. Donc, la solution pour le réchauffement climatique va venir du solaire. Et le solaire, évidemment, c'est beaucoup de métaux qui viennent d'Afrique. Ça pourrait être aussi des installations en Afrique. Nous, on est impliqués dans Windiga Energy que vous connaissez. On est d'ailleurs en train de démarrer la construction d'un projet au Burkina Faso. On travaille sur un projet au Sénégal. On a un projet au Niger. Et le solaire, c'est encore mal compris, mais c'est la meilleure source d'énergie au monde et la moins chère. Alors, et où il y a du soleil, bon, c'est en Afrique. En Guinée aussi, mais tu sais, il y a une forestation épaisse. C'est des fois un petit peu plus compliqué, mais sur le nord de la Guinée ou en haut, vers Cancan et tout ça, tu sais, où ça prend vraiment des grands territoires sans végétation. Mais le solaire, c'est aujourd'hui, sans contredit, la meilleure source d'énergie avec des batteries. Donc, avec les batteries, ça prend du nickel, du cuivre, du cobalt, du graphite. Puis on fait des batteries, on met des centrales solaires et c'est la meilleure source. Et tout ça, et tous les fournisseurs connexes à ça, bien, le plus grand marché, c'est l'Afrique. Alors, tu sais, on est toujours là à essayer de se trouver des nouveaux marchés. On va essayer d'aller ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, il est trop tard. Là, la Chine, tu ne peux plus aller là. C'est fait, c'est réglé. L'Europe, c'est très réglé, évidemment. La Russie, c'est difficile, c'est pas fait. L'Australie, c'est loin. Et on a tous ces pays francophones pour le Québec qui sont à côté, qui sont disponibles, qui nous attendent, où on peut aller faire de grandes, grandes choses. Alors, oui, bon, c'est des systèmes des fois un petit peu différents des nôtres, mais bon, tu sais, moi, il y a une règle d'or quand on va dans les pays, c'est qu'on se prend toujours quelqu'un du pays qui devient notre directeur national, qui est notre porte-parole, qui est la personne avec qui on travaille, qui n'est pas nécessairement un actionnaire, qui n'est pas un partenaire, mais qui est quelqu'un qui travaille avec nous et qui devient notre porte-parole. Et ça, c'est tellement, tellement important, justement, pour gérer toutes les situations, que ce soit politique, régionale, sociale. Ça te prend quelqu'un qui connaît déjà le tissu là-bas. Puis, une fois que tu fais ça, tu vas gérer correctement et Justement, Benoît, par rapport à ça, souvent, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas rassurés parce qu'ils ne savent pas comment trouver la bonne personne. Parce qu'il faut qu'il y ait un fit entre cette personne-là qui va finalement nous représenter l'entreprise. Donc, comment trouver cette personne-là qui va, sur place, en tout cas, faire le day-to-day? Écoute, il y a plusieurs façons. Il y a vous avec les représentations du Québec, il y a les ambassades au Canada, plus il y a la diaspora. Hein. La diaspora, ici, nous, en Côte d'Ivoire, notre responsable là-bas au niveau agriculture, ben, c'est quelqu'un de Sherbrooke, mais c'est un Ivoirien. Tu sais, la diaspora, elle est très, très présente, comme vous le savez tous, ici au Québec. Et puis, nous, on travaille beaucoup avec eux dans beaucoup de dossiers. Et puis, garde, ça fonctionne très bien. Puis oui, tu peux te tromper. C'est tout à fait possible de se tromper. Puis tu prends un pas de recul, puis tu dis, OK, on vient de se tromper. Alors, on essaie de limiter les dégâts, puis on repart à côté. Tu sais, regarde, ça nous est tous arrivé de se tromper. Mais dans les projets d'infrastructure, parce que tu parles des mines, de l'énergie, souvent c'est des contrats sur 20 ans, 25 ans, la problématique de la structuration, que ce soit financière, juridique, et un volet aussi où il faut négocier parce que l'électricité,
il faut travailler avec les compagnies nationales, il faut négocier un contrat d'achat d'électricité, etc. Quels sont les plus grands défis et qui souvent freinent les investisseurs étrangers parce que ça prend quand même entre la signature, les négociations et la mise en œuvre d'une centrale, par exemple, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Oui. Alors là, évidemment, tu sais, il y a plusieurs secteurs. Puis là, tu touches au secteur le plus complexe qui est l'énergie. Ça, c'est complexe. Les mines, c'est simple. Tu as ton permis, tu fais ton exploration, tu trouves pas. Si tu trouves, tu fais ton étude de faisabilité, tu la déposes, on te donne un permis d'exploitation. Et tous les entrepreneurs, parce que c'est pas tout le monde qui va venir en Afrique faire ce que nous on fait, de la recherche, faire de l'exploration, essayer de trouver. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Ça, c'est vraiment très particulier. Mais nous, après, toutes les compagnies de services, que ce soit les ingénieurs, les fabricants, les installateurs, il y a un tissu qui est alentour du secteur minier qui vient avec les projets et qui travaille dans des pays en Afrique. Alors ça, c'est vraiment, je te dirais, c'est la partie facile si tu fais partie vraiment de la toile d'araignée alentour du projet. Ça, c'est pas mal facile. Mais si tu vas dans l'énergie, écoute, ça, faut être costaud parce que c'est complexe, c'est long, c'est décevant, c'est politique. Alors, tu sais, tu signes ton entente avec la Compagnie nationale d'électricité. Ça peut prendre 6 mois comme ça peut prendre 6 ans. Là, tu as ton entente, tu penses que tu es solide, puis tu sais, où il y a un changement de gouvernement, il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau ministre, et là tu repars. Les exemples sont partout. Au Sénégal, ils ont signé 30 ententes d'achat d'énergie solaire, ce qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreement. Puis il y en a 2 qui se sont faits. Tu sais, au Burkina, ils en ont signé 20. Il y a 2 projets qui se sont faits. Tu sais, ça, c'est le. Honnêtement, si tu me demandes, est-ce qu'on devrait dire aux gens, venez dans l'énergie, venez, je te dirais que non. Ce n'est pas un bon conseil parce que c'est trop complexe, c'est trop difficile, c'est trop lourd et ça prend énormément de volonté. Si c'est Hydro-Québec ou Hydro-Alberta, ou tu sais, ça, c'est oui, il n'y a pas de problème parce que là, ça, c'est autre chose. Mais pour l'entrepreneur, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment complexe. Mais devenir comme installateur de panneaux solaires ou installateur de petits systèmes, intégrateurs, et ça, il n'y a aucun problème. Mais devenir comme producteur indépendant d'énergie, écoute, on le fait, nous, on le fait dans beaucoup de pays. Ça fait on a créé la société en 2008, donc ça fait 14 ans. Et écoute, on est encore là à bûcher. C'est très, très, très difficile. Parce que l'aspect gouvernemental est très étatique, évidemment, et c'est très protégé. Et ils ne veulent pas bouger alors qu'ils devraient bouger rapidement, mais c'est la bureaucratie du système de l'énergie fait que ça ne bouge pas rapidement. Toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique devrait être au solaire et ils sont encore à l'essence et au pétrole pour des centrales thermiques, ce qui n'a aucun sens. Tu sais, nous, on leur disait, vous allez fermer des centrales qui vous coûtent 40, 50 cents du kilowattheure, puis vous allez remplacer ça avec du solaire à 8 sous. Voulez-vous signer le PPA? Ça prenait des mois. Alors, tu sais, donc, c'est ça la grande difficulté, c'est d'amener les gens à accepter tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment long. Puis c'est toute l'historique politique. Alors, ce secteur-là existe, il est réel. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans ceux qui vont venir donner des services et appuyer que de devenir un producteur indépendant d'énergie, ce qu'on appelle un IPP. Ça, c'est vraiment difficile. On le fait, nous, puis je vous dis que c'est très. Puis je vois beaucoup de sociétés qui l'ont essayé, puis qui finalement se sont retirés. Ils sont allés faire des projets ailleurs parce que c'est trop difficile. Mais il y a du potentiel, mais en IPP, c'est très, très, très difficile. Je dirais que c'est mieux les mines, puis c'est mieux tout l'aspect service alentour des mines. C'est drôle, Benoît, je veux juste rebondir. C'est drôle que tu soulèves des difficultés, notamment les difficultés politiques liées à l'énergie. Comme investisseur canadien, est-ce que tu penses que l'implication des autorités gouvernementales canadiennes, québécoises, peut faire la différence? Tu as parlé tout à l'heure de Iyatouri avec la délégation à Dakar, mais on a aussi les délégués commerciaux. Est-ce que, comme investisseur canadien, tu penses que c'est un élément clé dans ce processus-là, qui est en fait un processus de négociation avec les autorités locales? Quand on dit énergie, c'est purement
Tout à fait. Dans le secteur de l'énergie, c'est un triangle. C'est l'opérateur, le gouvernement et le financier. Et je l'ai dit à maintes reprises au gouvernement canadien et au Québec. Et d'ailleurs, au Québec, c'est pour ça qu'ils avaient créé Investissement Québec International, c'est que vous devez appuyer les développeurs avec du financement. Ce que l'AFD fait avec les Français, ce que KfW fait avec les Allemands, ce que les banques américaines font, ce que les Chinois font, évidemment, à grand déploiement. Nous, les Canadiens, on n'a pas ça. Puis, on avait dans le temps avec Christian Paradis, Christian était ministre à ce moment-là au fédéral, on avait créé puis j'avais participé à ça avec lui, à créer cette fameuse banque de développement-là du Canada, mais qui finalement n'est pas allée vers le côté commercial, elle est allée plus vers le côté encore un peu agdi, si je peux dire, de développement. Ce qui est bien, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est pas ça que nous, les opérateurs, on a besoin. Tu sais, le frein à tous ces projets-là, c'est la mise en place du financement. C'est qui va être en arrière. Puis, tu sais, on a beau dire, oui, la BAD peut être là. C'est des projets qui prennent des années avec la BAD. C'est des projets qui sont longs à réaliser. Et puis, il faut que, si on veut aller plus vite, il faut que le pays ou le Québec ou le Canada ait une structure qui est de la dette. Là. On prend l'argent, on les repaye. Là. Il n'y a pas de problème. Mais un peu ce que EDC fait avec d'autres secteurs comme l'aviation, tu sais, mais il faudrait que EDC vienne en Afrique avec vraiment une approche très, très structurée. Et donc, ça nous aiderait, nous, les opérateurs canadiens, à bien se développer. Parce que en tant que gens d'affaires et relations gouvernementales, on n'a pas de problème. Tu sais, oui, ça peut prendre du temps, mais il n'y a pas de problème. Les représentations du Québec sont là, les ambassades sont là, les délégués commerciaux sont fantastiques. On n'a pas de problème. C'est que dans notre triangle, il nous manque une patte. On n'a pas la patte financière. Et c'est ça la vraie. Regarde, moi, je fais du minier depuis 27 ans. On a créé les sociétés minières les plus rentables au monde avec Semafo, aujourd'hui avec Aya. On est en train de faire SRG Mining. Zéro comme ça du financement est venu du Canada. Zéro. Tu sais, la dette est venue des banques françaises, la dette est venue des fois des Allemands, la dette peut venir de l'Afrique du Sud, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, il faut que la patte financière soit là. Et justement… Ça m'excite, je vais prendre de l'eau parce que ça me fâche trop. Et pendant qu'il prend de l'eau, je vais juste rajouter sur ce qu'il dit, et c'est tellement vrai. Parce que nous, on le constate vraiment au quotidien, hein, c'est que la raison pour laquelle on voit en fait que c'est les Chinois qui trustent en quelque sorte le marché et qui sont là, qui dominent dans les grosses transactions, c'est parce qu'il y a une sorte de synchronisation et de logique dans leur pays entre l'État et les compagnies qui décident de venir. Le nombre de transactions qu'on voit, où on voit des China Shore ou des China Exim Bank qui suivent derrière et qui appuient en termes d'apport de garantie ou même en termes d'apport de dette en tant que tel, sont phénoménaux. Et ça fait toute la différence parce que ça donne un effet rassurant aux banques commerciales ultimement qui veulent embarquer et ça permet au projet de se déployer avec beaucoup plus de facilité. Donc, c'est tout à fait vrai que le rôle souvent du pays d'origine des structures est minimisé, mais il peut avoir un effet extrêmement important. On le voit, hein, AFD, Enabel, toutes ces structures sont de plus en plus agressives sur le terrain. Oui. Et ultimement, ce qu'elles font, c'est vraiment accompagner de façon agressive en allant chercher soit du soutien en termes de garantie ou du soutien en termes de financement depuis le pays d'origine. Et ça donne une assurance aux banques commerciales derrière pour suivre. Donc, c'est tout à fait vrai que c'est un rôle crucial que les pays d'origine ont. Regarde, Amadou, regarde en énergie. Les gens ont des vieilles centrales au fuel qui coûtent 35, 40, 50 cents le kilowattheure, qu'ils ont besoin de démarrer aux heures de pointe, soit le matin ou le soir, parce que la demande est trop importante. Exactement. Alors qu'on leur dit non, on va vous mettre des centrales solaires avec des batteries. Vous pouvez venir tirer sur les batteries
Pas durant le jour quand il fait soleil puis que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, mais le soir, dans votre période de pointe. Puis à ce moment-là, vous allez sauver 80 du coût. Il n'y a personne qui va venir me dire que la Société nationale d'électricité des pays d'Afrique de l'Ouest n'est pas capable de payer. Elle paye déjà le fuel. Alors, elle est capable de payer. Alors, il faut que dans notre petit triangle, que le promoteur ou la compagnie d'électricité fasse une entente avec le gouvernement et qu'elle soit appuyée par un gouvernement canadien à travers ou le gouvernement québécois à travers une structure. Il n'y en a pas de problème. Et après ça, qu'on aille la banque de développement qui vient nous faire un prêt à 6, 7, 8, 9 d'intérêt, on va les rembourser de toute façon parce qu'on a une entente avec le gouvernement et on lui vend de l'énergie pas chère. Il me semble qu'on devrait. C'est comme faire des restaurants McDonald's, on devrait en faire un par semaine. Des projets solaires comme ça. C'est comme, il n'y a pas de risque. Tu sais, les gens disent, oui, mais la compagnie nationale, écoute, la compagnie nationale, elle paye déjà le fuel, elle paye, tu sais, elle est déjà subventionnée par l'État. Regarde, tu sais, le risque n'est pas là. Alors, c'est juste de mettre ça en place, puis d'utiliser les nouvelles technologies au niveau solaire ou au niveau éolien, ou, tu sais, il y a tellement de façons de le faire. Et une fois que tu as réglé l'aspect énergétique d'un pays, après ça, là, les ressources sont là, tu sais. L'agriculture est là et en grande quantité. La transformation de la bauxite en Guinée pourrait se faire. Les produits finis pourraient se faire aussi. Là. Alors, écoute, regarde, moi j'y crois. De toute façon, vous savez, j'y crois beaucoup. Nous y sommes. On investit énormément de nos capitaux propres en énergie, en mines et en agriculture. Et je suis encore convaincu que c'est le futur. Plus que jamais convaincu que c'est le futur. Puis on le voit sur l'échiquier mondial, là, les Chinois, les Russes, les Turcs, les Américains qui reviennent un peu, les Français qui sont toujours là. C'est pas pour rien, là. Et justement, par rapport à ça, souvent on parle d'Afrique, mais l'Afrique, c'est quand même 54 pays, chaque pays avec une culture différente. Et là, avec la mise en œuvre de la ZLECA, zone de libre-échange, et on parle beaucoup aussi du droit OHADA par rapport à la réglementation, je pense qu'il y aura encore plus de concurrence, plus d'appétit pour l'Afrique, parce qu'au-delà du Nigeria, Égypte, il y a quand même des pays de taille moyenne en termes de marché. 10, 15 millions d'habitants. Donc, par rapport à cette mise en œuvre-là de la zone de libre-échange, ça ne va pas se faire au même rythme parce que les pays n'ont pas les mêmes outils. Donc, justement, Amadou, quels sont les enjeux justement de l'harmonisation? Parce que ça aussi, ça va permettre à plus d'investisseurs canadiens de pouvoir venir parce qu'il y aura une meilleure maîtrise ou une meilleure harmonisation du droit des affaires. Il y a deux choses. Hein. Il y a la question de l'harmonisation des textes en tant que tel et la réalité pratique sur le terrain. Sur l'harmonisation, je pense qu'on a quand même, avec le temps, su démontrer qu'on peut y arriver. Je prends l'exemple le plus frappant, c'est le droit WADA. Aujourd'hui, on a pris du temps, mais on a pu mettre en place une sorte d'harmonisation sur différentes choses du droit qui aujourd'hui se font, que ce soit à Dakar, au Bénin, au Togo, à Conakry. Grosso modo, ce corpus juridique-là reste le même et c'est peut-être ce qui explique que nous, par exemple, soyons à Conakry et qu'on soit en train de faire des transactions au Bénin. On en fait des financements de projets, on fait des transactions au Sénégal, on fait des transactions au Togo. Donc, c'est l'avantage de cette harmonisation-là. Donc, là-dessus, on est quand même arrivé à le faire. C'est pour cela que je dis que tout ce qui est ZLECA, zone de libre-échange, ça ne me fait pas trop peur en termes d'harmonisation de réglementation. Là où il y aura peut-être une difficulté, mais là aussi, je pense que des mesures sont prises, c'est plus l'harmonisation de la pratique et des infrastructures. Parce qu'au fond, c'est bien d'avoir un texte qui vous dit que vous pouvez traverser les frontières free of tax, que ce soit de la Guinée ou en passant par le Burkina et d'autres pays. Pour y arriver, il faudrait que vous ayez au moins des autoroutes. Pour y arriver, il faudrait que vous ayez des infrastructures maritimes bien en place. Donc, à ce niveau, il y a encore peut-être un peu de défi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit qu'il y a aussi là, lorsqu'on arrivera à créer de grosses autoroutes qui vont de Conakry à Abuja ou qui vont de Conakry jusqu'à Yaoundé,
soit en utilisant le versant côtier. Là, on aura créé aussi cet aspect infrastructurel qui est extrêmement important. De toute façon, je pense que aussi bien le secteur privé que le secteur public en est conscient. On pense qu'avec le temps, on verra de plus en plus de PPP qui sont de plus en plus à la mode se mettre en place. On verra de plus en plus de PPP cross-border qui se mettront en place, où c'est vraiment des autoroutes transfrontalières. Donc, c'est plus là où je dirais qu'il y a du défi et du boulot encore à faire. Mais au niveau de l'harmonisation des textes, on pense qu'on a quand même su démontrer avec le temps qu'il est possible. Aujourd'hui, on fait des transactions, on commence un financement au Sénégal et c'est en Guinée ou en Côte d'Ivoire qu'on finit tout ce qui est concept de sécurisation du financement, c'est-à-dire des sûretés et de tout ce qui suit. Donc, ça se fait plutôt bien de ce point de vue-là. Les textes sont plutôt clairs et on arrive avec le temps à accompagner les différents clients, les différents investisseurs de ce point de vue-là. D'accord. Et en termes d'opportunités, comment, en tout cas pour un investisseur étranger, prendre tous les avantages qu'offre cette zone-là? Parce qu'on a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, mais dans la pratique, étant donné que vous êtes tous les deux sur le terrain. Moi, je dirais j'étais au Canada, j'étais à Montréal, donc la différence, c'est que moi, j'ai vécu là avant d'aller là-bas. Mais bien évidemment, à force de rester dans ce mantra-là et cette musique qui joue en vous disant que l'Afrique, en fait, c'est horrible ou vous n'y arriverez pas à faire des affaires, vous avez tendance vous-même à vous dire dans un coin de votre tête que c'est peut-être vrai, jusqu'à ce que je revienne. Alors, l'expérience que j'ai, c'est que je dors moins en Afrique. Ça coupe, Amadou. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, là, je t'entends. Vous m'entendez? Là, oui. OK. Bon. L'Internet fait partie des choses dans lesquelles on devrait investir dans les années à venir. Donc, je disais, les opportunités sont immenses. Moi, je le vis, je le sens. Je suis rentré et j'ai quasiment pas pris de jours de vacances, tant les requêtes. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent, un pays comme la Guinée où on a vécu un coup d'État, la tendance populaire pourrait croire qu'en fait, tout s'est arrêté d'un coup, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est maintenant qu'on continue à avoir encore de l'activité qui continue. Je vous donne un exemple. Le coup d'État en Guinée a eu lieu un dimanche, le 5 septembre. Le lundi, il n'y a pas eu de boulot. Le mardi, je pense qu'on a enchaîné 7 appels avec des clients d'un peu partout dans le monde qui, grosso modo, paniquaient. Une bonne partie d'entre eux ont décidé d'arrêter complètement les transactions. Avant la fin de la semaine, après avoir vu les décisions et la position du nouveau régime, la totalité de ces transactions ont été réactivées comme par enchantement. Et on parle de très grosses transactions dans le minier, on parle de très grosses transactions dans l'énergie, on parle de très grosses transactions dans le secteur agricole. Toutes ces transactions, aucune d'entre elles, à ce stade, ne s'est arrêtée net. Bon, l'explication derrière, c'est parce qu'on n'a pas de multilatéraux, on n'a pas de banque mondiale, on n'a pas de AFC derrière, parce que ces gens-là, par effet mécanique, décident d'arrêter tout de suite les transactions. Mais les deals continuent et au niveau des opportunités, on sent que les gens décident encore de venir voir. D'abord, ils décident de venir voir parce que c'est aussi un chapitre nouveau qui s'ouvre, mais ils se préparent pour l'après-transition qui, là aussi, donnera de nouvelles perspectives et de nouvelles choses à faire. Donc, honnêtement, je vous dirais que c'est un terrain, certes, pas facile, mais plein d'opportunités. Il faut juste savoir naviguer entre les mailles du filet, il faut savoir s'accompagner, parce que souvent, ce qu'on constate, c'est que ceux qui viennent nous voir avec des problèmes, c'est qu'ils ont décidé de partir en solo, de plonger en solo, et lorsque le problème pogne, ils reviennent pour dire comment on peut réparer. La plupart de ceux qui commencent dès le début, et c'est normal, on a l'expérience pour anticiper, savoir à peu près ce qu'ils risquent de rencontrer en allant vers telle ou telle voie, ou ce qu'ils risquent de rencontrer en allant voir tel ou tel ministère, ou qui est-ce qu'on peut faire intervenir pour clarifier ou permettre à ce que les choses avancent de façon légale et de façon assez rapide. Donc, c'est vraiment un marché différent de ce que beaucoup d'investisseurs connaissent, complexe, mais ça reste un marché avec des opportunités. C'est juste cela le message, que ce soit un coup d'État ou pas un coup d'État. On ne peut pas, avec une parenthèse d'un coup d'État, faire un jugement sur des projets de long terme. Les contrats miniers, c'est du 20, 25, 30. Les contrats énergétiques, on n'en parle même pas.
Donc, il faut savoir garder le long terme en point de vue, baquer juridiquement, financièrement ces projets et avoir la tête sur les épaules lorsque des secousses se font, tel un coup d'État. Je pense que c'est essentiellement ça qui a attiré de ce que nous on voit ici en ce moment. Je pense que Benoît est un bel exemple. Il nous a dit qu'il est là-bas depuis 27 ans et de ce que je vois, il est toujours en un seul morceau et toujours actif sur plusieurs territoires en Afrique. Donc, je pense peut-être qu'il a une expérience à partager avec nous parce que je pense qu'il a vécu quand même beaucoup de choses. Je pense que plusieurs semaines ne suffiraient pas à partager son expérience, mais s'il a en tout cas un mot ou une expérience à partager pour terminer. Oui, écoute, tu le dis bien. J'ai vécu, moi, 7 changements de gouvernement par coup d'État, ce qu'on dit, par coup d'État. J'en ai vécu 7. Et à la fin, tu sais, souvent la presse m'appelle, me dit, ah, il vient d'avoir un changement. Je dis, oui, oui, mais dans 3 semaines, on n'en parlera plus, là. Et Exactement. surtout, tu sais, moi, je les ai vécus partout, tu sais, de la Côte d'Ivoire au Niger, en Guinée 2 fois, au Burkina Faso, partout, tu sais, au Mali. Mais la réalité aujourd'hui, avec l'Internet, avec les communications, il n'y a personne qui vient pour fermer le pays. C'est quand les nouveaux reviennent, c'est pour un peu réouvrir le pays qui s'était fermé par lui-même. Alors, tu sais, c'est ce qu'Amadou a appelé des coups d'État 2.0, là. C'est vraiment ça, tu sais. Les gens reviennent parce qu'on avait fermé la fleur, puis on l'avait peut-être trop fermée, puis là, ils viennent, puis ils la réouvrent, et ça repart, tu sais. Et c'est vraiment la réalité. Tu sais, de toute façon, quand tu viens, même si on va aux États-Unis comme société canadienne, on ne va pas faire de politique, on ne va pas s'afficher des républicains, démocrates. Tu sais, tu vas pas, t'es invité dans un pays, donc tu ne fais pas de politique. Tu sais. Tu choisis pas pour quelle équipe de foot tu prends. Là. Tu restes neutre et tu travailles, tu formes les gens, tu respectes les lois, tu vas au-devant de tes responsabilités RSE, tu vas plus loin que ce qui est demandé en restant très, très neutre dans tout ce qui est sensible. Et ça, depuis 27 ans, et regarde, moi, je suis passé à travers changement de gouvernement en Côte d'Ivoire jusqu'en Guinée. Et puis, comme Amadou a dit, ça a pris 48 heures. C'était stabilisé. Une semaine, ça repartait. Puis, c'est reparti. Puis, tu sais, la fleur est réouverte. Et puis, allez, on continue. Puis, on ne reverra pas des coups d'État des années 40 et 50 où ils barraient, cadenassaient le pays, terminé. Tu sais, le Zimbabwe, là, ça ne se reproduira plus. Là. On ne va pas vers ça. Plus, il y a des mécanismes maintenant en place, hein, l'Union africaine, tu sais, il y a des mécanismes qui existent et il y a trop d'intérêts étrangers. Tu sais, il y a trop d'intérêts étrangers. Tu ne peux pas mettre les Chinois dehors vraiment à coup d'État ou mettre les Russes ou mettre les Américains dans la bauxite ou dans le manganèse ou dans l'uranium. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Alors, tu sais, garde. Nous autres, à Ottawa, on a eu nos camionneurs. En Afrique, ils ont des changements de gouvernement. Tu n'as pas vu une compagnie américaine dire, moi, à Ottawa, là, j'appuie les camionneurs. Non, et tu viens ici, tu n'en parles pas, tu fais tes choses, tu restes focus dans ton objectif d'entreprise qui est de l'agriculture, l'énergie, les mines. Et regarde, si tu me demandes de faire des affaires au Canada dans les mines ou faire des affaires en Afrique dans les mines, beaucoup plus simple en Afrique qu'au Canada. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. En agriculture, beaucoup plus simple en Afrique qu'au Canada. En énergie, il est impossible au Canada, sauf si tu fais des projets avec Hydro-Québec compliqués. Tu peux le faire, mais ça, c'est plus complexe en Afrique. C'est plus complexe. Mais vraiment, là, comme EY avait déjà dit, l'Afrique semble compliquée jusqu'au jour où tu y es. Et quand tu commences à bien comprendre ce qui se passe, c'est de moins en moins complexe et de plus en plus facile à faire des choses. Ouais, et je pense que... Oui, vas-y, Amadou. C'est drôle ce qu'il dit, en faisant une comparaison avec les coups d'État des années 70-80, on perd souvent de vue les enjeux et les intérêts économiques. C'est-à-dire, la masse de capital investi en cette période et aujourd'hui, c'est du jour au lendemain, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Triplé, quadruplé, les masses de capitaux investis et les enjeux, les entreprises qui ont des effets systémiques sont
tellement énorme qu'il est impossible d'imaginer qu'on aurait une situation où tout se fermerait du jour au lendemain. L'exemple le plus frappant, le lendemain du coup d'État en Guinée, l'effet choc sur le marché des métaux à Londres a juste été ressenti. C'était pour la première fois que la Guinée se trouvait sur le Financial Times en une. C'est-à-dire, on a parlé de la Guinée parce que justement, il y a eu un coup d'État et il y a eu un effet direct sur le prix de l'aluminium. Donc, on est un continent qui est, qu'on le veuille ou non, intégré dans le tissu économique mondial. Ce qui se passe ici aura d'une façon ou d'une autre un impact systémique. Donc, ne serait-ce que pour on arrivera à une situation où tout se ferme et tout s'arrête d'un coup. Des coups d'État qui peuvent être effrayants, il y a des effets exogènes qui peuvent être effrayants. Quand on y pense, il suffit juste d'encaisser le choc, laisser la vague passer. Ce sont des zones avec un marché, des humains et des besoins qui continuent. Merci en tout cas pour ce partage d'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vous donne rendez-vous en tout cas très prochainement et je vous remercie encore pour cet entretien et au plaisir de travailler sur plus de projets en Afrique. Merci à vous deux. Merci. Merci Benoît. Bye. Merci pour l'invitation. Merci.